Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de 6 Fragrances, la marque de parfums solides mixte, premium et responsable. Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Si je te dis conciliation entre parentalité et vie professionnelle, ça te parle ? Je ne sais pas si c'est le sujet numéro 1, mais à force d'échanger avec des parents, je crois comprendre que l'équilibre vie pro, vie familiale est un vrai enjeu quand on devient parent. Diane a toujours été passionnée par son travail. Salariée d'un grand groupe de cosmétiques, son job l'a menée à passer beaucoup de temps sur les routes pour rejoindre son lieu d'exercice. Avant de devenir mère, ce n'était pas un problème. Mais quand il a fallu jongler entre sa fille et les contraintes horaires de son travail, Diane a fait face à un stress permanent et ne s'y est plus retrouvée. C'est ce qui l'a motivée à quitter son job qu'elle aimait tant et à se tourner vers la reconversion professionnelle. Son nouveau job, Diane l'a créé de toutes pièces avec 6 Fragrances, la marque de parfums solides qu'elle a montée en 2022, tout en mettant au monde son deuxième bébé. Dans cet épisode, elle nous fait part de son expérience d'entrepreneur. Elle nous raconte comment le temps gagné par l'absence de trajet pro a changé sa relation avec ses enfants. Et nous parle aussi des nouveaux challenges qui l'accompagnent au quotidien. Tu penses être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Diane. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Je suis contente de te recevoir, en vrai en plus, puisque tu es lilloise. Oui. Mais d'ailleurs, je vais te laisser la primeur de la présentation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis Diane, j'ai 33 ans. Je suis maman de 2 enfants, une Castille de 3 ans et un petit Octave de 5 mois. Je suis mariée, je suis lilloise adoptée, on dit comme ça ? D'adoption. Je suis ingénieure de base et j'ai créé ma marque de parfum, la parfumerie fine et responsable, avec une particularité, mais je ne sais pas si je dois la dévoiler maintenant. Si, vas-y. Bah, si, tant qu'on y est, vas-y. C'est du parfum solide. Ouais. Voilà. Le concept, donc, c'est de pouvoir proposer quelque chose de travaillé, d'équivalent à un parfum liquide, mais sous un format solide. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de spécificités sur le solide, mais ça permet d'avoir une formule qui est particulièrement saine, pratique, et puis aussi un format qui est plutôt responsable. Ok, voilà. Trop bien. Trop cool. Je vais te poser la question traditionnelle de prendre un café, tu ne n'y couperas pas. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Non. Non. C'est étrange parce que je trouve qu'il y a des femmes, elles le savent depuis le début qu'elles veulent être maman. Je ne l'ai jamais su. Et je pense que si je ne l'avais pas été, j'aurais pas été malheureuse. Ah ouais ? Ouais. Et comment c'est venu alors ? Parce que t'en as 2 ? Ouais, j'en ai 2. J'ai rencontré mon mari très jeune, en école d'ingénieur, à l'âge de 20 ans. Donc on se connaît juste par cœur. C'est mon amoureux et mon meilleur ami et je lui fais une confiance absolue. Pour lui, la famille était extrêmement importante. Et j'ai eu toujours des doutes sur ce côté maternel. Je ne savais pas si je l'avais. Et lui m'a fait comprendre que pourquoi je ne l'aurais pas, en fait, tout simplement. Et je lui ai fait confiance. Et je savais aussi que la particularité de nous deux, c'est qu'on est des petits derniers, avec des frères et sœurs qui ont beaucoup d'écart avec nous. C'est la même fratrie à chaque fois, mais tu vois, par exemple, on a 10 ans à 13 ans d'écart avec nos frères et sœurs. Ah oui. Et c'est tous les deux pareil, donc c'est ça qui est drôle. Je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on s'entend bien. Et on ne voulait pas reproduire ça. En fait, on voulait être des parents jeunes avec des enfants plutôt rapprochés.
Et donc, à l'âge de 30 ans, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être maintenant. Ouais. Voilà. Pourquoi tu voulais pas d'écart ? Qu'est-ce qui est compliqué avec beaucoup d'écart d'âge selon toi ? En fait, c'est juste que, du coup, moi, j'ai pas connu cet aspect fratrie unie. Parce que moi, mon frère est parti très vite de la maison pour ses études de médecine. En fait, dès que tu as beaucoup d'écart, forcément, à un moment, ils vont partir s'émanciper, quoi. Et donc, du coup, tu n'as pas, je trouve, cette cohésion, en fait, familiale. Et tu connais pas non plus hyper bien tes frères et sœurs. Après, c'est de mon côté. Je sais que, par exemple, mon mari s'appelle Thomas, c'est pas du tout le cas chez lui. Mais voilà. Et donc, du coup, je voulais connaître, avoir cet aspect un peu, mon frère, c'est mon copain, ma sœur, c'est ma copine, voilà quoi. Ok. Après, j'adore ma sœur, hein. Si elle l'écoute, c'est go, tout va bien. Ouais, mais non, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression, enfin, à force de faire des pronos un café, qu'on construit son modèle familial soit en reproduction de ce qu'on a vécu ou en opposition. Ouais. Donc moi j'aime bien poser ces questions de savoir pourquoi en fait, pourquoi t'as fait ce choix-là, parce que tes enfants ils ont quoi, 3 ans d'écart, Ouais, 3 ans. donc ce qui est qui est ni trop peu, enfin Ouais, c'est pas qu'il y a trop peu ou qu'il y a trop long, c'est pas ça, mais ça reste une moyenne. Non, c'est ça, Et, tout à fait. Et très 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 classique. Donc moi j'aime bien aller chercher le pourquoi du comment. Tu vois, je vais creuser un petit peu. Mais tu vois, avec ma sœur, c'est plutôt une relation. Parfois, je me rends compte que c'est maternel. Ah oui. Plutôt que copinade, tu vois. Ok, voilà. j'entends. Voilà. Et donc du coup, ça faisait longtemps que vous étiez ensemble avec ton mari quand vous êtes lancés dans le projet. Ouais, ça faisait quasi 10 ans, presque 10 ans, ouais. Et alors ouais, comment c'est venu ? Comment vous en avez parlé ? On n'en a pas forcément parlé, on s'est dit que c'était juste une étape dans la vie de couple, en fait. Ce besoin, je sais pas, on est très traditionnel, hein. On a habité ensemble, on s'est mariés, puis on a acheté une maison, on a tout refait. Et après, à l'étape suivante, on avait une grande maison, fallait la remplir, quoi, fallait la peupler. Et on s'est lancé et ça a marché facilement, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Comment tu as réagi à l'annonce de cette grossesse quand tu as appris que tu étais enceinte ? Extrêmement peur. Ouais. Vraiment. Je sais même pas si j'étais contente en fait d'apprendre la nouvelle. Je pense que j'étais pas préparée et je m'en suis pas forcément réjouie. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait peur ? Toujours cet aspect de je sais pas si je vais être une bonne maman, quoi. Ok. Ouais. C'était quoi ta vie pro à ce moment-là ? Intense. Ouais. Donc, je suis ingénieure et je travaillais chez L'Oréal. À cette époque, du coup, je travaillais à Caudry et j'habitais à Lille. Donc, je faisais les allers-retours tous les jours. Donc, 1h15, 1h30 aller, 1h15, 1h30 retour. Je partais à 7h du mat et je revenais à 20h et des brouettes, quoi. Et je vivais... la semaine, je vivais pour mon boulot et le week-end, je profitais. Mais voilà. Et donc, du coup, clairement... j'avais pas réfléchi à cet aspect de mon enfant, ça va tout changer. Et je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et toujours cet aspect, en effet, de je sais pas à quoi m'attendre, en fait. Voilà. Et puis, en plus, c'était flou. En fait, le truc, c'est que je m'étais jamais renseignée sur quelles sont les étapes à venir, etc., quoi. Je suis tombée enceinte, je me suis dit, merde, pardon des gros mots, mais qu'est-ce que je dois faire ? Ouais. Tu vois, il n'y avait pas Oli Mama et tout. Et donc, du coup, je vais prendre rendez-vous chez le médecin. On va peut-être faire une analyse de sang, mais après, qu'est-ce qu'on fait, Ouais. quoi. Voilà. Et est-ce que tu es allée chercher de l'info, justement, après ? Ou comment t'as appréhendé ça ? Ou tu l'as vraiment fait à l'aveugle ? À l'aveugle. Ah ouais. Ouais. Ça t'angoisse pas, toi, ce genre de choses ? Si. Ouais, je sais pas. Je pense que j'avais aussi peur de ce qui allait m'arriver, donc peut-être que c'est pour ça aussi que je voulais pas me renseigner. Ouais. Voilà. Ouais, ok. T'avais des copines autour de toi qui avaient des enfants ou... Ouais, mais je faisais partie de ces gens qui, tant qu'ils n'avaient pas d'enfants, ne comprenaient pas. Voilà. Ouais. Et puis après, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée enceinte en même temps que 2 copines qui étaient 2 collègues et aussi une de mes meilleures amies. Et donc, en fait, j'ai été entourée de femmes enceintes. Et donc, ça, c'est un vrai soutien. Vous pouviez échanger sur vos questions, vos problématiques, pour le peu qu'il y en ait une qui soit quelques semaines avant, elle pouvait transmettre l'info. Exactement. C'est précieux, ça. C'est ce qu'on appelle ça le village. Ça vaut vraiment de l'or. Ouais. Et pour la suite, j'expliquerai après, mais
Mais oui, c'est vraiment un vrai soutien de pouvoir partager avec des copines. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de filtre, en fait, avec des copines. Enfin, en tout cas, avec celle-là, il n'y avait pas le filtre. Ouais. Et du coup, s'entourer, ouais. Mais c'est surtout de vivre, d'être entouré de personnes qui vivent la même chose que toi, mais en même temps que toi. Ouais. Parce que je pense que quand tu as des copines qui ont déjà vécu la grossesse et qui ont déjà leurs enfants, il y a des choses que tu occultes. Enfin, tu l'as vécu, il y a des trucs qui te paraissent presque d'une banalité après coup. Ouais. Mais quand tu le vis, c'est genre une montagne, quoi. Donc, tu as besoin qu'on te comprenne vraiment. Ouais. Et d'avoir des copines qui vivent exactement la même chose, c'est ça qui t'apporte vraiment beaucoup de soutien, je trouve. Ouais. À ce moment-là, du coup, ta grossesse s'intègre bien à ta vie pro, parce que tu disais que tu avais des trajets. A priori, je suis une personne qui est très sensible aux hormones. Et donc, des nausées à gogo et jusqu'à la fin. Ouais. Mes nausées, vomissements, donc hyper dur. Mais t'y penses pas parce que t'es à fond dans ton boulot, quoi. Mmh. Et en effet, beaucoup de routes, donc je suis arrêtée plus tôt. Ouais. Et c'est drôle, je crois que ça n'a pas fait trop rire mon employeur, mais je me suis fait arrêter 1 mois avant mon congé bateau. Ouais. Et la spécificité, c'est qu'on arrive en mars 2020, et donc je me fais arrêter 2 jours avant l'annonce du confinement. Et donc, énorme coup de bol, parce que je suis en arrêt, du coup, maladie, pendant que mes autres copines qui sont enceintes sont obligées de faire du télétravail chez elles. Et toi, non. Et moi, non. Donc, du coup, tu vis une fin de grossesse relativement calme. Et donc là, c'est vraiment, vraiment agréable parce que déjà, j'ai mon mari qui est avec moi. Donc, lui, il travaille, il est conducteur de travaux. Donc, parfois, ça lui arrivait de se déplacer sur ses chantiers pour voir si tout allait bien et il bossait le matin. Mais j'avais quelqu'un avec moi, donc j'étais pas toute seule. Et c'est à ce moment-là où, tu vois, je me suis vraiment renseignée. Ma routine, c'était je me levais, je prenais mon petit-déj pendant que mon mari était en call, et puis je me mettais dans mon canapé à regarder La Maison des Maternelles, et après je passais l'après-midi à fignoler, tu vois. Je me souviens même que 2 semaines avant d'accoucher, j'étais en train de poncer les marches de mon escalier. Ah oui. Ouais. J'étais en train de vraiment préparer, comme on dit, le nid pour l'arrivée du bébé, et c'était un vrai kiff. Ouais. Ce que tu pouvais pas faire avec ton travail à plein temps juste avant, non, quoi. Pas du tout. Je sais pas comment j'aurais fait. Mais est-ce que, avant d'être en arrêt, parce que tu disais que tu allais pas te renseigner tout ça sur la grossesse, mais est-ce que tu avais déjà envisagé ta vie professionnelle en tant que maman? Est-ce que tu avais imaginé que ça changerait quelque chose? Non. Je fais partie des personnes qui en effet... Et en fait, pour tout, tant que je ne l'ai pas vécu, je ne me rends pas compte. Et du coup, j'étais encore vachement sur mon petit nuage en me disant j'aurai un enfant, mais c'est pas grave, notre vie de couple, elle ne va pas changer. Tu vois un peu. Et puis, on aime sortir, et on continuera à sortir, à faire la tournée des bars. Écoute, pourquoi pas. Voilà. On aime voyager, on continuera de voyager. Je vois pas pourquoi changer notre vie, en fait. Je me rendais pas compte. Alors que, ce qui est étonnant, c'est que j'ai des frères et sœurs qui ont des enfants, tu vois. Mais tu dis toujours que toi, ce sera différent. Exactement. Genre, non mais nous, on s'aime trop, notre couple, il va jamais prendre cher parce qu'on a un enfant. Ou moi, j'aime trop mon travail, donc évidemment, ça n'aura pas d'impact. L'exemple même, c'est mon bébé, il sera parfait, il fera ses nuits. Ah bah là, ouais. Toi, t'as ton premier enfant dans un contexte hyper slow, du coup, parce qu'un contexte de confinement. Ouais. Tu accouches après le confinement ? Oui. Juste après ? Juste après, 2 semaines après. On est encore dans des conditions de confiné. Donc, à l'hôpital, je suis censée accoucher avec un masque. Chose que les sages-femmes ne faisaient pas parce qu'elles savaient très bien que c'était juste impossible. On était... Ah oui, ça c'est particulier. On a été enfermés, en fait, avec mon mari dans notre chambre. On pouvait pas sortir de la chambre, pas sortir de l'hôpital. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on a été... Alors que franchement, j'ai accouché à terme, on s'y est pris un peu... Pourtant, les bagages étaient prêts, mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à l'arrache à l'hôpital, c'était en pleine nuit, et il nous manquait la moitié de nos affaires.
J'ai appelé un copain pour qu'il nous le dépose. Et ils ont même refusé que la valise rentre dans l'hôpital. Ah oui, Ouais. on en était encore au moment où on connaissait pas encore exactement toutes les Exactement. subtilités. Il y avait beaucoup de gens Alors malades. moi, tu vois, ça a été slow, ma fin de grossesse. Mais n'empêche qu'on avait quand même ce flip. C'était toujours mon mari qui allait faire les courses. Ouais. Les courses, j'ai fait partie de cette team qui laissait ses courses dehors pendant 24 heures. Oui. On allait faire des tours de pâté de maison, mais on faisait hyper gaffe à rencontrer personne. Je me souviens, je crois que je me demande même si on changeait pas de trottoir quand on voyait quelqu'un dehors. Mais ouais, parce qu'en fait, je faisais partie des personnes à risque, quoi. Aujourd'hui, ça me viendrait même pas à l'idée de faire ça, mais on savait pas à quoi on avait affaire. C'est vrai qu'on était dans une époque un peu parano comme ça, ou même à aller faire tes courses, tu croyais que tu étais en danger de mort, quoi. Oui. Mais mon mari me prenait des photos parce que j'avais du mal à le croire. Il y avait les rayons du supermarché qui étaient vides, quoi. Les gens se jetaient sur tout, mais c'était l'impression de vivre la fin du monde. C'était vraiment étonnant, quoi. Carrément. Mais en même temps, c'est paradoxalement, vous étiez dans votre bulle à tous les deux. Ah oui, mais moi j'ai adoré cette période. Vraiment. C'était slow, c'était... En plus, on a pu se retrouver, tu vois. Exactement, et puis pas de visite, du coup, à l'arrivée de votre fille. Comment tu le vis, ça? T'es plutôt bien ou plutôt bof? Très bien. Ouais. Très bien. Je crois que c'est mieux d'être dans ta bulle. T'as pas un effort de bonne tenue, tu vois, de bonne prestance, alors que finalement, à l'intérieur, t'es chamboulé. Et je pense que ça fait du bien, en fait. T'as besoin de te retrouver après ce qui s'est passé, quoi. Carrément. Et de pouvoir te retrouver en famille, quoi. Combien de temps tu dirais qu'elle dure, cette bulle-là? Peut-être 2-3 semaines. Ouais. Et après, c'est retour à la vraie vie? Bah, en fait, à partir du moment où t'as ton mec qui repart bosser, tu te retrouves toute seule avec ton bébé et là, tu commences à galérer un peu, quoi. Ça a été dur pour toi? Ouais. En fait, j'avais un bébé, je me rendais pas compte parce que c'était mon premier, mais j'avais un bébé très dur. Ouais. J'ai allaité, l'allaitement était très difficile, j'avais très mal et je trouve que là-dessus, on n'est vraiment pas renseignés. La nuit, on était des gros dormeurs et en fait, mon bébé se réveillait, enfin, dormait pas. Quand je l'allaitais, je crois que ça durait 3/4 d'heure et elle se rendormait pas tout de suite, donc en fait, je dormais jamais et elle pleurait tout le temps. Ouais. Donc, hyper dur, t'es avec ton bébé, ça pleure tout le temps, tu comprends pas, quoi. Enfin, tu sais, je m'étais imaginé mon congé mat comme mon confinement, comme en fait mon dernier trimestre, je sais pas, faire de la déco, j'adore faire des trucs manuels, enfin, tu vois, bah que dalle. J'avais toujours un bébé sur moi, tu vois. Vous avez réussi à identifier ses pleurs et pourquoi elle était... On a suspecté du reflux, mais c'est hyper dur de prouver que c'est du reflux. Et j'ai l'impression que, comme dès qu'il y a un truc qui va pas, tu dis que c'est du reflux. Du coup, les médecins vont pas forcément chercher, tu vois, à confirmer que c'était du reflux. Donc non, on n'a jamais vraiment su, même si je pense que c'était ça, tu vois. Bah, en tout cas, les signes, ce que tu racontes, ça y ressemble largement. Mais sauf que c'était mon premier, donc tu vois, je savais pas du tout. Moi, je pensais que tous les bébés étaient comme ça. C'est ça qui est dur. Mais tu vois, c'est marrant parce que, alors vous, auditeurs et auditrices, vous allez comprendre plus tard, mais moi, j'ai enregistré un épisode avant cet enregistrement-là avec Justine de Holy Mama qui a un 3e bébé qui a un reflux. Et en fait, ce qu'elle raconte est radicalement différent de toi parce que c'est un 3e bébé et qu'elle est hyper informée et que du coup, elle a tout de suite réussi à poser les mots, qu'autour d'elle, elle avait eu des amis qui avaient vécu ça et qui ont pu l'aider à poser les mots. Et c'est intéressant de voir à quel point le rapport est différent. Tu passes d'une même situation, mais avec un ressenti et un vécu vachement différent parce que t'as pas l'information. Et parce qu'on ne te croit pas aussi. Oui, c'est ça. Justine, elle racontait qu'elle a été entendue tout de suite, en fait. Et ça, ça fait une grosse différence. J'ai vraiment eu cette sensation d'expliquer ce qui n'allait pas et l'impression qu'en face, alors que le médecin vraiment était très bien et proche des enfants, enfin, tu vois, réalisait pas le truc, quoi. Alors que mon 2e, donc Octave, je l'ai vu tout de suite, mais vraiment, mais sans aucun doute. Et j'ai quand même changé de médecin et elle m'a cru, en fait, tu vois. Alors, c'est pas pour ça qu'elle met des choses en place, hein, mais tu vois, je sais qu'elle m'a compris et on a essayé différentes techniques. En fait, il n'y a eu aucun doute. Et je pense aussi que c'est cette phase de doute qui fait que, en plus, toi, t'es malheureuse parce que t'arrives pas à comprendre ce qui se passe avec ton bébé, quoi. Ouais, carrément.
Tu as repris le travail combien de temps après la naissance de ta fille ? Alors, j'ai eu de la chance parce que mon entreprise me permettait d'avoir 1 mois de plus de congé maternité. Et puis, le fait d'avoir été arrêtée plus tôt, en fait, j'avais des congés. Donc, j'ai pas mal cumulé. Et tu vois, pour un accouchement fin mai, j'ai repris mi-octobre. Ok. Voilà. Est-ce que tu l'avais anticipé, ça ? Ouais. C'est vrai ? Je l'attendais avec impatience. Ah ouais. En fait, j'avais cette sensation un peu d'étouffement parce que je vivais pour mon bébé. Tout tournait autour de lui et extrêmement anxiogène. J'étais hyper angoissée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité. S'il se passait quelque chose, je m'en serais toujours voulu, tu vois. Et ça, je me l'étais jamais imaginé auparavant. Et j'étais hyper angoissée. Je sais que quand ma fille est née, pendant longtemps, je me réveillais la nuit en sursaut pour vérifier si elle respirait, tu vois. Ouais. T'étais en hyper-vigilance. Ouais. Le fait de reprendre, je récupérais du temps pour moi, qui était finalement du temps dans ma voiture, mais tu vois, c'était déjà ça. Ouais. Et le fait de te replonger dans le boulot, tu penses plus à ton enfant, et j'avais l'impression de me retrouver femme, et plus maman. Parce que ton travail avait cette importance-là dans ta vie. Et en fait, je me rends compte que j'ai un véritable équilibre, un besoin d'équilibre. J'ai besoin de travailler pour être équilibrée, pour me retrouver. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Ouais, ok. Comment tu vis ces fameux trajets et le fait d'aller loin dans le quotidien, en fait ? Comment ça se passe avec ton bébé qui est du coup gardé ? Comment tu arrives à jongler sur cette vie pro, vie perso ? Je suis méga stressée. Ouais. Je cours tout le temps. Quand c'est moi qui dois la déposer le matin, donc c'est à 8h, du coup, je suis en plein dans les bouchons de Lille. Pour sortir, je prends 1h30 pour arriver au travail. J'arrive à 9h30, parfois 10h moins le quart. On est en usine, donc les horaires, c'est plutôt arriver avant 9h. Donc, t'as l'impression de t'afficher devant tout le monde. Après, les gens le savent, tu vois. Mais toi, psychologiquement, tu fais, bon, ça y est, je suis encore la dernière. Quand c'est moi qui dois aller la chercher, il faut que je parte à 17h, tu vois. Pour me dire, j'ai 1h30, la crèche ferme à 18h30, c'est peut-être un peu juste. En effet, c'était à chaque fois juste. Donc, t'es méga angoissée d'arriver en retard. Et en fait, t'es tout le temps en train de courir, tu prends des risques sur la route, etc. Tu rentres, t'es une boule de nerfs, tu récupères ton bébé. Déjà, lui est fatigué parce qu'il a passé une grosse journée. Il fait quand même du 8h, 18h30, donc c'est juste énorme. Et les bébés sont des éponges, donc t'es une pile électrique et ton bébé le vit mal. Je pense que c'était l'âge aussi, mais j'avais un bébé qui se tapait la tête par terre en pleurant le soir, tu vois. Et toi, t'as déjà toute ta journée, t'en peux plus. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur, mais en même temps, c'est ce que tu dis, les bébés, c'est des éponges. Et l'angoisse que toi, tu vis d'arriver en retard au travail, puis d'arriver en retard à la crèche et de prendre tous ces risques-là. Tout ça, en fait, elle devait le ressentir et forcément, il y avait un truc qui n'allait pas. Est-ce que tu te voyais continuer comme ça ? Non. En fait... je savais une fois que j'étais enceinte que j'allais devoir réfléchir à ce que je voulais faire par la suite. Et je m'étais dit que j'allais chercher du travail. Et puis on est arrivé avec le Covid et plus personne n'embauchait. J'aimais ce que je faisais, j'aimais énormément mon entreprise. Donc je me suis dit, on continue comme ça et on voit ce qui se passe. Entre-temps, pendant mon congé mat, j'ai l'idée en effet de l'entrepreneuriat qui est arrivée. Et j'ai travaillé sur différentes possibilités de projets entrepreneurial, bref, je sais pas comment on dit. D'entreprise. Et les choses ont fait que, en effet, j'ai pu faire des études de marché sur des projets et me projeter un peu plus. Ce qui fait que quand j'ai vraiment compris que là, il était temps que j'arrête de travailler ainsi. J'en ai parlé à mon entreprise, différentes choses se sont passées, j'ai démissionné et j'ai été accompagnée via transition professionnelle en fait, ce qui m'a permis donc de pouvoir toucher le chômage étant donné que du coup le projet que j'avais envisagé était viable. C'est quoi transition professionnelle ? Ça peut intéresser des personnes. Ouais, c'est un organisme en fait. Comment ça se passe ? En fait, j'ai contacté l'APEC, l'association professionnelle des cadres, je sais plus ce que ça veut dire bref, pour faire un point, savoir un peu où j'en étais professionnellement. Quand tu étais salariée encore ? Ouais, j'avais repris.
Oui, j'avais repris parce que c'est ça, il n'y avait pas d'offre sur le marché, donc j'ai repris. Et du coup, pour essayer d'accélérer les choses, j'ai contacté l'APEC, j'ai pris un rendez-vous. Donc il faut aller sur le site de l'APEC, tu as un rendez-vous d'1 heure pour expliquer un peu ce que tu attends. Donc parfois, c'est juste un bilan professionnel, tu vois. Et la personne un peu te coach pour savoir vraiment ce qui te parle et te réorienter peut-être vers un métier qui te correspond mieux. Et là, moi, pour le coup, je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et donc, je lui ai dit, le truc, c'est que je suis pas sûre d'avoir ma rupture conventionnelle. J'avais regardé un peu sur Internet. Et donc, en effet, elle me dit, OK, c'est quoi votre projet ? Je lui explique. Je pense qu'il faut que vous contactiez Transition Pro. Donc, je pense qu'il fallait passer par l'APEC pour avoir un contact via Transition Pro. Et avec Transition Pro, tu montes tout un dossier pour appeler après que ton dossier passe devant un jury. Le jury valide si ton projet est viable et dans ce cas-là, te donne un accord en te disant projet viable, donc vous pouvez postuler en tant que demandeur d'emploi. Ok. Et donc ainsi, ça te permet de toucher le chômage en créant ton entreprise. Ok. Et ça, quand tu contactes l'APEC et que tu fais toutes ces démarches-là, est-ce que ton employeur est au courant en ce moment-là ? Pas du tout. C'est important, tu vois, parce que j'essaie de me mettre à la place des personnes qui se poseraient la question. Ouais. Donc, tu peux faire ça sans que ton employeur soit au courant que tu veux partir éventuellement et que tu as envie de changer. C'est vrai, si tu es en conflit avec ton employeur, ça peut être intéressant, tu vois, par exemple. Oui, tout à fait. Moi, c'était pas le cas. Je n'étais pas du tout en conflit. Mais en fait, je voulais pas devoir quelque chose à quelqu'un. Et donc, du coup, si j'avais une rupture conventionnelle, tant mieux. Si je l'avais pas, je savais au moins que j'avais cette possibilité. Tout à fait. Et ce projet professionnel, c'était déjà 6 Fragrances ? Non, c'était pas 6 Fragrances. Et comment naît 6 Fragrances alors ? C'est au cours d'un voyage avec mon mari. On adore l'Espagne. Moi, j'ai passé 6 mois à Barcelone en étant plus jeune. On connaît bien l'Espagne avec mon mari. On adore Séville et on se dit... on va se faire une petite destination facile avec un enfant, tu vois, et on se fait un tour en Andalousie, où on se fait Séville, on se fait Cordoue, on se fait Grenade, et après on finit par Malaga. Arrivé à Grenade, on passe devant une boutique de cosmétiques artisanales de haut de gamme. Je passe plusieurs fois dans la boutique, mais je veux pas les embêter, tu vois. Et puis à la fin, je fais non, vas-y, je peux plus me retenir là, c'est trop beau, je veux aller voir. Ok, pas de souci. Et là, je tombe sur du parfum solide. Ok. Et je me dis, mais attends, mais je comprends pas le parfum solide. C'est vrai que petite, je connaissais, tu vois, je sais pas si toi aussi t'avais ça. Tu vois, Yves Rocher proposait du parfum solide dans des petites boîtes. Et je me souviens, en étant enfant, jeune fille, on adorait ces petites boîtes, tu vois, c'était ludique. Mais aujourd'hui, on n'en voyait plus. Enfin, il y a un an, c'était quoi ? C'était mars 2022. Voilà, on n'entendait pas parler. Et puis, cette idée me trotte, mais vraiment, me reste. Et on rentre. Et là, je passe 3 semaines à bosser mon étude de marché à fond. Ouais, sur les parfums solides. Sur les parfums solides. Et en fait, l'étude de marché me montre que, carrément, c'est un marché de niche. T'as carrément une place à prendre. Et que, go, quoi. Pourquoi je me suis convaincue que le parfum solide était le projet ? Parce qu'en fait, depuis toute petite, en fait, j'adore le parfum. Je sais pas pourquoi, en fait, je me suis orientée vers une étude d'ingénieur parce que tu savais que l'ingénierie t'ouvrait toutes les voies, tu vois, je suis fille d'ingénieur, voilà. Alors que je pense que j'aurais adoré faire une école, tu vois, l'ISIPCA, une école de nez, tu vois. À tel point que même, tu vois, à l'époque, je crois que ça s'appelait le TPE, pour le bac. Ah oui, le truc. Ça date d'il y a 15 ans, donc j'ai oublié, mais voilà. À tel point qu'au moment de TPE, j'avais un binôme et on avait fabriqué notre propre parfum. Ah ouais ? Ouais. Ah, ça remonte à loin, quoi. Ouais. Et il y a une vraie passion où je renifle tout. Là, je suis capable de renifler le cou des gens pour savoir quand dans la rue, il y a des parfums, j'ai tellement envie d'arrêter les gens en disant, s'il vous plaît, c'est quoi votre parfum ? J'adore. Ah ouais. Ouais, et c'est là où je me rends compte que l'odeur est hyper importante, tu vois. Les mamans sont accros à l'odeur de leur bébé, tu vois. Et c'est là où tu te dis, mais il y a un truc sur le parfum, c'est incroyable. Le monde du parfum est juste incroyable. Et donc, c'est vraiment ce truc avec les odeurs, avec le parfum qui me passionne.
Et en fait, professionnellement, chez L'Oréal, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir développer du parfum. J'ai fait du développement produit, j'ai fait de la production, j'ai fait du lancement produit. Et à chaque fois, c'est ce qu'on appelle du skincare ou du maquillage pour des marques de luxe. Mais j'ai pas eu cette occasion de faire du parfum. Donc en fait, je me suis créé mon... Ton occasion. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ça t'appelait depuis longtemps finalement, Ouais. puisque tu parles de Yves Rocher, les petits parfums quand t'étais petite, les odeurs et tout ça. Donc ça a eu vraiment du sens pour moi. Moi, j'ai une question que je voudrais te poser, c'est est-ce que à ce moment-là, en entrepreneuriat, donc du coup plutôt à la maison, ton équilibre vie pro, vie perso est plus smooth et plus fluide? Ouais. J'ai vu une différence incroyable sur ma fille, sur le comportement de ma fille. Il y a un lien qui s'est créé avec ma fille, incroyable. Ma fille, c'était ma passion. On s'entendait super bien. Tous les matins, j'allais la déposer à pied, tu vois, à la crèche. J'allais la chercher le soir. C'était un gros kiff. Je prenais du temps pour moi. Je prenais des cours de dessin aux Beaux-Arts. Enfin, tu vois, vraiment, je retrouvais un équilibre vie pro et vie perso. Et c'était le but, tu vois. On s'est dit avec mon mari, ok, t'as 2 ans, tu kiffes, tu peux te permettre de te retrouver. Voilà. Ouais. Et ça a marché. Ça a marché. Ouais. À tel point que finalement, en même temps que tu travailles sur tes parfums solides, tu te dis, tiens, c'est vrai, j'avais oublié, mes enfants, je veux pas trop qu'ils aient d'écart. Exactement. Si on faisait un deuxième bébé. En fait, tout à l'heure, je disais que j'avais une meilleure amie qui était enceinte en même temps que moi, à tel point que, en fait, pour Castille, j'ai accouché le 25 mai, elle a accouché le 1er juin. Ouais. Voilà, donc vraiment. Et là, on est en juillet 2022, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Et là, j'ai le cœur, mais qui est vraiment... je suis hyper heureuse pour elle. Mais je suis hyper triste pour moi. Ah ouais. Ouais. De pas vivre ça avec elle ou parce que tu sens qu'au fond de toi, tu veux un deuxième bébé? De pas vivre ça avec elle. Ouais. Et que... C'est marrant parce qu'on m'avait dit que c'était assez prenant, tu vois. Et en effet, tu vois, je suis très transparente et je suis assez sensible. Donc, de pas vivre ça avec elle et de me dire, en fait... c'est peut-être maintenant qu'il faut te lancer, quoi. Ouais. Et du coup, t'en parles à ton mari? On en avait déjà parlé. Toujours, moi, je freine, tu vois. Ouais. Toujours, je sais pas pourquoi. Cette peur de la grossesse. Ouais. Parce que lui, t'en parlais déjà depuis... Ouais. Si ça avait été que lui, ça aurait été plus tôt. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'avais besoin de 3 ans, tu vois. Vraiment, je voulais pas enchaîner. Avec Castille, elle a fait ses nuits qu'au bout de 11 mois. Donc ça a été très long, ça a été très dur. Je retrouvais un équilibre en fait. Je me retrouvais moi. On avait enfin trouvé un équilibre dans notre vie de famille, tu vois. On avait retrouvé un équilibre aussi dans notre vie de couple. Ouais. Et donc du coup 3 ans, mais pas avant quoi, pas possible. Et je sais plus où j'en étais. Voilà, vous décidez, donc ta copine, ton amie tombe enceinte, et donc là tu remets un peu le sujet sur le tapis, quoi. C'est ça. Et donc 3 ans tout juste, on en reparle et moi, en effet, je freinais encore parce que je savais que je voulais pas forcément un enfant unique, mais je me posais 10 000 questions en me disant, en fait, c'est ma fille. Et je l'aime à la folie et j'ai peur de casser ce lien avec un deuxième. C'est pas juste pour elle parce qu'aujourd'hui, je lui donne, je vais pas dire 100% de mon temps, mais voilà, beaucoup de temps. Et en fait, je vais lui imposer un petit être qui va me prendre 100% de mon temps pour le coup. Et je pourrais plus lui donner autant de temps. Est-ce que je lui arriverai à lui donner autant d'amour qu'avant, tu vois? Et je trouvais ça pas juste de devoir lui imposer un frère ou une petite sœur, alors qu'elle m'en avait jamais parlé avant. Tu vois, je trouvais ça vraiment... je sais pas, il y avait un truc, tu vois. Ouais. J'en ai parlé à mon mari, j'en parlais aussi à d'autres personnes qui me disaient « Mais non, pas du tout. Il faut qu'ils... » Enfin, après, c'est les avis de chacun, mais il y en a qui disent « Il faut qu'ils apprennent à partager. » Voilà, bon. Et puis, j'en parle à mon mari, et on se dit « En effet, si ça te travaille autant... quand ta copine t'annonce ça, c'est que c'est peut-être le moment. » Et donc, un mois plus tard, on se dit, on teste.
Et en fait, je tombe tout de suite enceinte. Est-ce que parce que tu étais quand même en pleine création, Ouais, est-ce que tu y as pensé? Est-ce bien que tu as mis sûr. les choses ensemble? C'était quoi tes questionnements à ce moment-là? C'est toujours la même chose. Tu disais, oui, non, mais ça va le faire. Tu sais, tant que tu l'as pas vécu. Voilà. Et en fait, on est un couple qui est comme ça. J'en parle à mon mari, je fais, mais je suis quand même dans mon projet, quoi. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Non, mais tu sais, on est capable de tout, on est capable de tout absorber, on y arrive toujours, on va y arriver, quoi. Et moi, Ok. Voilà. On a quand même une puissance à absorber la charge de travail et la charge émotionnelle, enfin, toutes les charges qui est incroyable. Parce qu'en plus, pourtant, là, tu avais déjà eu un bébé. Tu savais ce que ça voulait dire en termes d'intensité, en tout cas, même dans les premiers temps. C'est vrai que la grossesse, toi, c'était pas quelque chose que tu kiffais particulièrement. Non. Mais en fait, t'oublies. Ouais. Et le désir d'enfant, il est plus fort que ça. Je sais pas si c'est ce qu'on peut appeler un désir, tu vois. J'ai pas, j'ai pas eu cette sensation où t'as vraiment des femmes, elles veulent leur bébé, quoi. Ouais. Mais en tout cas, cette idée de vas-y, je te fais confiance, on y va, quoi. Ouais. Et t'y vas, et ça marche. Et ça marche. Tout de suite. Par contre, là, j'étais vraiment pas prête psychologiquement. Est-ce que ça marche tout de suite? Ouais. Comment tu vis alors? Je la prends, je fais ah, c'est cool. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour essayer de tout faire, en fait? Ouais. Ce qui est cool, c'est que les premières semaines, j'ai aucun symptôme de grossesse. Donc là, je me dis, ah, bah oui, mais tout le monde me dit qu'une grossesse, une deuxième, ça n'a rien à voir, tu vois. Trop bien. Et au bout de 3 semaines, en fait, je suis malade, mais genre, dès que je me lève, je vais vomir et je suis obligée de rester dans le canapé toute la journée. Une fatigue, mais juste incroyable. Et là, je mets fin à tout, quoi. Ah ouais? J'essaye de travailler, surtout qu'à ce moment-là, on me soumettait des parfums, donc je te raconte pas les nausées avec les parfums. Ah non, c'était horrible. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je ressens mes parfums, je les sens différemment. Ouais. Donc il y a vraiment un impact là-dessus. Ouais. Et donc, je continue quand même à travailler sur mon canal, tu vois. Mais je sens que je suis pas du tout efficace, tu vois. Et c'est assez frustrant d'ailleurs. Ouais. Parce que t'en étais où au moment de la grossesse dans ton projet? J'avais validé mon PAC, donc j'avais validé mon fournisseur, j'avais validé mon sous-traitant, donc celui qui me formule et qui conditionne. J'avais une idée de vers qui j'allais me tourner pour la fin, toute la préparation et stockage, préparation des commandes. En fait, j'avais déjà identifié tout le monde. Oui, donc c'était plus ou moins imminent. Il fallait juste que je valide mes financements. Ouais. Donc, que je sois correcte pour vendre mon projet. J'avais déjà consulté des banques en juillet, tu vois. Mais il manquait un truc. Et puis, et voilà. Et donc, en novembre, je me sens mieux. Un peu mieux. Enfin, même mieux. C'est pas encore ça. De toute la grossesse, de toute façon, j'ai été malade. Mais il y a quand même un moment où tu te sens mieux, tu vois. T'arrives à te lever et à faire quelque chose de ta vie. Et là, en effet, je cache mon ventre. C'est horrible, hein, mais il faut dire que je le cache pour aller me présenter aux banques pour dire, bah voilà, j'ai un projet, faites-moi confiance, il va aboutir et tout. Je voulais pas montrer mon ventre. Ouais. Pourquoi? Parce que peur de perdre, j'ai pas le mot... Une crédibilité? Ouais, exactement. Ok. C'est parce qu'on t'avait dit quelque chose ou c'est toi qui t'es... Non, c'est moi. Ouais. Parce que j'avais peur, en fait, qu'ils se disent « Ah, mais elle est enceinte, quand elle va accoucher, elle va mettre son projet de côté. » Et donc, du coup, peur qu'ils ne me fassent pas confiance et que du coup, j'ai pas de trait. Ah ouais. C'est fou, hein, parce que je pense qu'un mec qui aurait été dans le même stade que toi, sauf qu'il porte pas l'enfant, mais qui s'apprête à avoir un enfant, en fait, c'est pas un sujet. Bah non, pas du tout. Et toi, parce que c'est toi qui le porte, en plus ça se voit, donc tu peux pas tellement cacher cette partie de ta vie privée, parce que c'est ça, c'est ta vie privée, mais elle est exposée au monde entier. Du coup, tu fais en sorte de le cacher.
C'est incroyable. Et puis ce qui est drôle, c'est que là, tu nous parles de ta maternité aujourd'hui. Donc c'est comme ça. Ouais. Tu lèves le voile sur ce tabou-là et tu lèves le voile sur le fait que tu aies caché cette grossesse-là à ce moment-là. Parce que moi, je pense que les deux sont hyper conciliables et qu'ils s'apportent l'un à l'autre, en fait. La maternité et l'entrepreneuriat, c'est... non, mais en fait, j'ai entrepris parce que je voulais... En fait, pour mes enfants, finalement, tu vois. Et peut-être que j'aurais dû montrer, tu vois, mon ventre. Après, mais en tout cas, j'étais pas à l'aise, tu vois. Et ça veut dire qu'en effet, il y a quelque chose qui fait que t'es pas à l'aise, tu vois. C'est pas moi qui me suis mis dans la tête, c'est que... voilà. Ouais, carrément. Et en fait, je pense qu'il me voyait quand même grossir, parce que parfois, je le voyais, il me regardait bizarrement. Et je le disais toujours pas, tu vois. Et j'ai dû l'annoncer peut-être 2 ou 3 mois avant d'accoucher. Mais en même temps, c'est quoi ? C'est des banques, c'est des gens qui vont te suivre sur ton projet. Ouais. Est-ce que, vraiment, est-ce qu'un homme, on aurait dit, je vais devenir papa ? Juste parce que toi, ça se voit, il faut que tu le dises en même temps. Non, mais en effet, quand je leur ai annoncé, les mecs, ils en avaient rien à faire. Tu vois. Je pense que c'est moi qui m'en étais fait tout un tas. Mais il n'empêche qu'à chaque rendez-vous, je flippais, tu vois. C'est une pression sociétale, de toute façon. Ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas toi qui l'as inventé, c'est ce que tu disais. C'est parce que dans la société, dans l'imaginaire collectif, la maternité n'est pas compatible avec une vie professionnelle, encore moins avec un projet pro-entrepreneurial. Ouais. Donc, du coup, tu arrives à avoir tes financements et tout ça. Ouais. Ton petit gars, il est né à quel moment ? Mon petit gars, il est né un petit peu plus tôt que prévu. Ouais. En fait, je prends du retard dans mon projet. J'espérais le lancer en janvier. Finalement, ça se fait pas. Je pense que c'est aussi parce que j'avais été malade en septembre, octobre, novembre et que du coup, ça a été moins rapide. Je vais aller tous mes financements en janvier. Je valide mes parfums en décembre et en février. Enfin, j'en valide que 2. Et puis, j'imagine lancer une campagne Ulule en avril. Puis après, je me dis peut-être juin. Bref, parce que la date prévue de ton accouchement, c'était en avril, on est d'accord ? Ou en mai ? C'était mi-mai. Oui, donc soit en avril, soit en juin. C'est ça. Finalement, avril, je prends encore du retard. En fait, je me rends compte que le truc, c'est que je pense que si j'avais pas été enceinte, mon produit serait sorti beaucoup plus vite. Mais malheureusement, et ça, j'arrivais pas à l'admettre, mais enceinte, c'était pas à 100% de tes capacités, quoi. Ouais. Mais ça, j'arrivais pas à l'admettre, tu vois. Toujours la même chose, tu vois. Alors que j'avais déjà vécu une grossesse, je me mets un peu... je veux pas voir et me rendre compte, en fait, que je suis enceinte et l'accepter, en fait. Et je vis toujours... J'essaie de vivre comme avant. Et donc, du coup, il y a beaucoup de frustration parce que je suis pas à 100% dans tout ce que je veux faire. Ouais. Voilà. On planifie donc un shooting et un tournage vidéo pour ma campagne Ulule en avril. Je suis encore en train de courir dans tous les sens pour les stylistes, pour leur récupérer du matériel par-ci par-là, une tenue. Je commence à rencontrer pour faire du B2B des boutiques, etc., pour leur parler du projet. Enfin, je suis à fond, quoi. Je suis encore à fond, je cours dans tous les sens. Mais je me sens pas bien. Je me sens pas bien, j'étouffe dans mon corps, j'ai mal, je suis pas bien et je suis fatiguée. Et en fait... à 23h, j'étais encore en train de revoir mon pitch avec mon mari pour le tournage qui était le lendemain. Et en fait, je perds les os dans la nuit. 3 semaines avant mon accouchement. Ouais. Et en fait, ça a tout chamboulé, toute mon organisation. Une semaine après, tu vois, c'était OK. J'avais fini mon tournage et mon shooting photo. Et là, je pouvais accoucher, tu vois. Et en fait, non. Ouais. Mon bébé a tout chamboulé. Ah ouais. Et comment tu le vis, ça ? Je suis à l'hôpital, j'ai perdu les os, j'ai pas de contraction tout de suite. Je suis encore méga stressée sur mon téléphone, en train d'écrire à tout le monde je suis désolée, j'ai perdu les os, on va devoir décaler. Putain, j'avais encore ça. Attends, il faut que j'écrive à un tel. Ah, mais attends, ma page Ulule, il fallait qu'un tel rédige ça et puis que l'autre fasse la mise en page. Ah, nanan. Enfin, j'étais encore à fond. Et là, il y a mon mari qui m'a fait non, mais stop. Ouais. En fait, t'arrêtes. T'es en train de tout gâcher. T'es en train de tout gâcher. Ouais. Comment tu le prends, cette phrase-là ? Je lui dis, OK, laisse-moi juste finir ce que j'ai pour me vider la tête. Ouais. Et il m'a laissé 1 ou 2 heures pour que je finisse mes mails. Et après, j'ai tout coupé. OK. Et est-ce que les contractions sont arrivées quand t'as tout coupé ?
Non. Je sais pas, ça aurait pu être magique. Non, mais par contre, par contre, Octave réagissait mal aux contractions. Donc j'ai dû me faire déclencher. Mon accouchement a quand même duré un peu plus de 24 heures. Ouais. Le premier avait duré 36 ou 48 heures. Tu vois. Accouchement qui s'est super bien passé. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est aussi une anecdote. C'est une amie d'enfance de mon mari qu'on a rencontrée à la naissance de Casti, qui est sage-femme dans l'hôpital dans lequel on a accouché. Et on a adoré son contact. C'est devenu une bonne copine, tu vois, à qui tu peux poser toutes les questions de maternité, toutes tes questions sur les enfants que tu n'oses pas forcément demander à d'autres personnes que tu ne connais pas. Et donc, on s'est sentis vachement soutenus avec cette femme qui s'appelle Camille. Et malheureusement, les choses ont fait que quand tu reprends ta vie, en fait, on ne s'est pas revus. 3 jours avant mon accouchement, je la croise dans le supermarché à côté de chez moi. Et je vais... Camille. Et là, on découvre qu'on habite dans le même quartier, mais genre à 5 minutes à pied, alors que ça fait depuis 3 ans qu'on ne s'est pas revus, tu vois. C'est fou. Improbable. Elle a dit, voilà, je suis enceinte. C'est pour dans 3 semaines. Et j'accouche toujours dans le même hôpital. Et elle me dit, je travaille toujours dans le même hôpital, donc tu me fais signe quand t'accouches. Et là, mais improbable de se dire que 3 jours plus tard, je lui envoie un texto en disant... en fait, j'ai perdu les os, j'accouche, elle fait, ça tombe bien, je suis Maya ce soir. Et donc, en fait, Maya, c'est une sage-femme qui va un peu partout, qui n'a pas de poste précis ce soir-là et qui vient aider tout le monde. Ouais. Et donc, en fait, Camille m'a accouchée. Elle m'a tout fait, tu vois. Elle m'a vraiment aidée à souffler, à enlever toutes les pressions que j'avais, à me détendre, à me faire rire. On m'a mis un ballon pour déclencher, tu vois. Elle est arrivée, j'étais morte de rire et le ballon, tu vois, est sorti. Je suis désolée de ce que je dis, c'est peut-être un peu bizarre. Oh non, mais ils ont l'habitude de prendre un café, tu sais. et donc, tu vois, du coup, forcément, le col s'est ouvert facilement. Ouais. Elle m'a fait de l'acupuncture. Ça s'ouvrait, mais pas encore assez rapidement. Elle m'a mise dans une certaine position avec un ballon. Et je crois que le col s'est ouvert de 10 cm en un quart d'heure. Enfin, je sais plus de combien, mais tu vois, énorme. Enfin, incroyable. Pour Casti, j'avais tellement souffert que, en fait, j'appuyais tout le temps sur la pompe de morphine, à tel point que quand j'ai accouché, je sentais juste les fourmis dans les jambes, mais je sentais rien du tout. Et là, j'ai tout senti, mais pas douloureux. Et en fait, l'accouchement, j'ai passé un super moment. Et je l'ai remerciée, mais j'en suis tellement reconnaissante. Mais merci infiniment, Camille, parce que c'était juste incroyable. Ouais. 2 accouchements différents. Pour Casti, ça s'était mal passé au niveau de la péridurale. Le médecin s'y était pris à 2 fois. Donc, j'étais juste tétanisée à l'idée de m'imaginer la péridurale. J'ai dit à Camille, et Camille avait prévenu le médecin... s'est posé avec moi, m'a fait respirer, m'a dit des choses rassurantes et c'est passé super bien, quoi. Trop bien. Ouais. Trop cool. Donc un accouchement qui s'est très très bien passé et j'étais ravie de voir Octave. Ouais, vraiment. Et j'avais un bébé serein. Mais vraiment, Casti n'était pas posée comme ça et lui était vraiment serein. Et je suis même étonnée parce que finalement, ce pauvre petit bébé, je ne l'avais pas couvé, tu vois, dans mon ventre. Et là, j'étais, mais... Enfin, tu vois, même aujourd'hui, quand je suis stressée et tout, je prends mon bébé et ça m'apaise. Donc, vraiment, j'adore mon petit Octave. On l'entend. Ouais. Avec Casti, justement, par contre, elle n'était pas apaisée, mais tu avais eu du temps. Ouais. Tu avais eu beaucoup de temps parce que le temps du dernier trimestre, le temps après. Avec Octave, c'est différent parce qu'en fait, on est dans une conjoncture où la vie a repris. Oui. La vie dans sa vitesse a repris. Oui. Après l'arrivée d'Octave, tu mets combien de temps avant de retourner dans tes mails et sur ton ordinateur ? L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les papas, maintenant, ont des congés mat un peu plus importants. Et donc, Thomas a eu 1 mois de congé... Enfin, pas congé mat, congé pat, pardon. 1 mois de congé pat.
Donc, il m'a permis de prendre du recul. Je regardais un peu mes mails, tu vois, mais j'étais pas du tout à 100%. Et quand il a repris, j'ai repris aussi. Ah ouais, avec ton bébé. Avec mon bébé, oui. Octave, toujours avec moi, toujours à côté de moi. Ouais. Dans mes stories, j'en ai pas fait beaucoup, mais dans mes stories, on me voyait avec mon bébé à côté. Et pareil, quand j'en parle, tu vois, je me dis, mais mon pauvre petit bébé, il a vraiment souffert. Enfin non, il a pas souffert, mais moi, je me dis qu'il a souffert. Hyper frustrant parce que j'ai envie de lui donner 100% de mon temps et de profiter de mon bébé. Et en même temps, j'ai un autre bébé qui est mon projet, qui doit voir le bout parce que, en fait, finalement, j'ai eu mes prêts. Et mes prêts, il faut que je commence à les rembourser. Et donc, il faut que ce projet sorte, quoi. J'ai plus le choix. Et donc, j'essaye de bosser avec mon bébé. Mais donc, forcément, je suis jamais à 100% avec mon bébé et j'arrive jamais à faire tout ce que je veux sur mon projet. Ouais, c'est frustrant, ça. Hyper frustrant. Ouais. Mais t'arrives quand même à avancer. Ouais. Parce que t'avais déjà bien avancé aussi avant l'arrivée d'Octave. En fait, c'est ça. Je pense que c'est pour ça aussi que je courais dans tous les sens. C'est que j'avais une deadline. C'était mon accouchement. Donc, j'étais à fond dans mon truc. Parce qu'il fallait que tout soit prêt avant mon accouchement, quoi. Et donc, oui, ça m'a bien aidée parce que quand je me suis remis dedans, je savais ce qu'il me restait à faire. Ouais. Est-ce que maintenant, Octave est gardé ? Oui. Ouais, il est gardé depuis longtemps ? Il a fait sa rentrée en même temps que la rentrée de tout le monde en septembre. Ouais. Ok, ça se passe bien ? Ouais, génial. Ouais. Et toi, t'arrives à reprendre du temps justement pour être à 100% sur ton travail ? Ouais. C'est marrant parce que j'ai pas de difficulté à laisser mon bébé en crèche, tu vois. Parce que je me dis que c'est des professionnels et donc du coup, je leur fais une confiance aveugle. Vraiment. Une énorme libération une fois que mon bébé est déposé à la crèche et que je peux me mettre à 100% dans mon travail. Et tout de suite, sans 7h30 de travail, ce que tu as vécu quand il y avait avec Castille, où en fait, tu étais tout le temps stressée, soit d'arriver en retard au travail, soit d'arriver en retard à la crèche. Là, c'est quelque chose que tu maîtrises ? Oui. Alors, maintenant, je suis en campagne Ulule, donc je pense que c'est pas un très bon exemple parce que je suis juste à fond dans mon truc. Mais en effet, j'ai plus cette période de stress. Et ce qui est rigolo, c'est que la particularité aussi, le congé mat est quand même, si on peut appeler ça un congé mat, est différent parce que pour Castille, t'es fatiguée, tu vas dormir, tu vois, en même temps que Castille, voilà. Pour ton deuxième, une fois que t'as un deuxième, en fait, c'est pas pareil parce que le matin, tu dois déposer ton enfant. Donc, en fait, tu te reposes pas. Quand Octave dormait, en fait, je travaillais. Donc c'est vraiment pas la même chose. Et là, par contre, il y a vraiment un nouvel équilibre que j'ai trouvé. Et en fait, je suis contente de couper et d'aller chercher mes enfants. Et l'heure, les heures du soir que je leur dédie pour le bain, leur donner à manger, et en fait, je me dis, ça y est, tu coupes. Et puis, là, surtout en ce moment, parce que je travaille beaucoup pour ma campagne, et après, je reprends une fois qu'ils sont couchés, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est le fait de gérer toi-même ton temps sans avoir de contraintes. Ouais. La distance aussi. Oui. T'as pas les routes, quoi. Ouais. Tu peux tout à pied, c'est ce que tu disais. Ouais. En fait, je me rendais compte, avant que je démissionne, que... c'est surtout que, tu vois, quand j'ai démissionné, c'était l'hiver. Ouais, c'est dangereux. C'est hyper dangereux. Et en fait, je me rendais compte que j'avais une petite fille et qu'en fait, je faisais la route tous les jours, il y avait tout le temps des accidents, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être moi la prochaine, quoi. Donc, il fallait vraiment que je me prenne en main, quoi. Ouais. Voilà. Tu disais, tu es en campagne Ulule, on va quand même en parler de cette petite campagne. Avant ça, j'aimerais quand même que tu rappelles ce que c'est que... Déjà, je t'ai pas demandé pourquoi ça s'appelle 6 fragrances. Alors, 6, c'est du grec ancien, qui veut dire sens. Ah. Voilà. Sens, parce que ça fait travailler l'odorat, forcément, c'est du parfum, le visuel, parce que c'est du solide, et le toucher, parce que tu le poses sur la peau. Ouais. Ensuite, c'est de la parfumerie responsable, je l'expliquerai après. Et donc, le but, c'est de donner du sens à ta consommation en tant que client, consommateur et utilisateur du parfum. Ouais, voilà. Ok, très bien. Et aussi parce que 6, ça se lit dans les deux sens et que c'est un parfum mixte, unisexe, homme et femme. Trop bien. Ouais. J'adore, moi, connaître la signification des noms, je trouve ça trop intéressant. Et je l'ai trouvé tout de suite. Ouais, ça a été une évidence. Une évidence. Ouais,
C'est fou. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Et donc, c'est quoi exactement ? Donc 6, c'est de la parfumerie fine. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle parfumerie fine, c'est des parfums qui sont composés par des nez. En fait, c'est des maisons de composition. Là, ici, c'est des nez de grâce. On est sur de la fragrance donc, qui est développée spécifiquement pour la marque. Et c'est des fragrances qui sont vraiment travaillées, harmonieuses et accomplies, dans le sens où c'est pas une fragrance à la fraise ou une fragrance à l'huile essentielle, tu vois ce que je veux dire, senteur lavande. Ouais. Voilà. C'est de la parfumerie responsable, premium, tu vois. C'est aussi qualitatif qu'un parfum liquide. Ouais. Et Voilà. alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Et donc, la différence entre un parfum solide et un parfum liquide, en fait, ton parfum solide est constitué d'une base. Ici, elle est constituée d'ingrédients 100% d'origine naturelle. Donc, on va avoir de l'huile de macadamia, de la cire de carnauba ou de la cire de riz, tu vois. Ouais. Et en fait, ce corps gras va emprisonner la molécule de parfum et va permettre de la protéger de ce qu'on appelle de l'oxydation, de la chaleur, des UV, bref. Ok. Et donc, ça va permettre à ce que ton parfum se conserve mieux dans le temps et dure plus longtemps sur la peau. Ok. Donc, c'est un stick. C'est un stick. Donc, moi, en fait, je le propose en stick qui est rechargeable et recyclable. Ok. Voilà, et c'est ce qui fait sa particularité d'être responsable, c'est que en effet on est donc sur des formules qui sont saines parce qu'avec le parfum ajouté dans la base on arrive jusqu'à 95% d'ingrédients naturels. On est sur des formules qui sont sans pétrochimie, sans huile minérale et de synthèse. Les gens qui s'intéressent iront voir, mais ouais, on est vraiment sur des formules étudiées, en tout cas pour être le plus sain comme on peut le faire. Ouais. Voilà. Et puis, on est sur un pack, en fait, qui est hyper pratique, que tu peux glisser dans ta poche. Ouais. Un packaging qui est français. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le stick, donc le packaging est fabriqué en Bretagne. Ok. Étui-étiquette, c'est fabriqué dans la région parisienne. Et tout ce qui est formulation, conditionnement, c'est fait dans les Hauts-de-France. Et la finalité... c'est que tout ce qui est préparation des commandes et stockage sont réalisés en ESAT. Donc un ESAT, c'est un établissement en fait pour des personnes adaptées. Ouais. C'est-à-dire que SIS en fait soutient les personnes qui sont en situation de handicap. Ok. Voilà. Et donc en fait c'est une entreprise ESS, donc sociale et solidaire. Et c'est pour ça que je parle de responsabilité et d'entreprise à forte valeur. Ouais. Parce que, alors attention, hein, je ne dis pas que mon entreprise est irréprochable, loin de là. En fait, je fais quelque chose qui est à mon image, donc moi, je ne suis pas irréprochable. Ouais. Mais j'essaye de faire quelque chose qui a du sens. Ouais. Et au plus près de tes valeurs. Exactement. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que l'entrepreneuriat et tout ça, tu le faisais pour tes enfants. Dans et quel pour moi sens aussi. Et pour toi. Ouais. Et dans quel sens tu disais ça? Je m'imaginais que l'entrepreneuriat me permettrait de trouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Ouais. Avec un petit bébé, pour l'instant, il faut que je retrouve un équilibre vie perso et que je retrouve aussi un équilibre vie pro. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'entrepreneuriat est vraiment la solution pour trouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Ouais. Mais au moins, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps. T'es maître de tes heures, en fait, et t'as pas à te justifier. Et ça, ça fait vraiment du bien. Ouais. Tu vois. Et puis, ça te permet d'exercer une profession qui te plaît, qui te Exactement. parle près de chez toi. Oui. Chose que peut-être le salariat ne te permettait pas, puisque tu disais qu'il n'y avait pas d'offres sur le marché. Tout à fait. Je me suis créé mon job, en fait. Un truc qui me correspondait. Il faut juste que maintenant j'arrive à me retrouver mon petit équilibre vie perso. Mais ça viendra, attends. Ouais, tout à fait. Octave, il est tout petit mais encore. Oui. Encore en plein dans le postpartum là aussi. Oui, donc il y a plein de choses qui. Tu vois, je suis pas allée chez l'esthéticienne depuis longtemps. Je me touche les sourcils là. Écoute, ça ne se voit pas, c'est un podcast. Tu disais aussi tout à l'heure que tu étais en pleine campagne Ulule. Oui. Pourquoi tu fais une campagne Ulule ? En fait, ma campagne Ulule me sert à faire connaître la marque. Ouais. Voilà. Ça me permet aussi de me booster, tu vois.
c'est vraiment de donner une énergie, en fait, au lancement d'une marque. Ouais. Tu vois, tu mets toute ton énergie dans la communication, tu motives les gens, tu motives les gens à ce qu'ils partagent au maximum, en fait, ton projet. Et c'est un moment où tu vas partager énormément sur ce que tu fais. Et c'est aussi un énorme moment. On s'est déjà fait la remarque parce que mon mari vit l'aventure à fond avec moi. Il est, je pense, toutes les 10 minutes sur la page Ulule. C'est vrai ? Ouais, je te jure. J'ai même C'est des chouette. appels ou des textos en disant « Attends, c'est qui lui ?» Il est à fond et ça, vraiment, je le remercie énormément parce que lui travaille, mais aussi me soutient à fond dans mon travail. Et je pense que si c'est aussi son projet à lui, tu vois, parce que finalement, c'est avec lui que je partage tout. Dès que j'ai besoin de prendre un avis, je lui partage, je lui dis qu'est-ce que t'en penses, etc. Je pense qu'il connaît ma page Ulule par cœur, tous les mots, tout le concept aussi, tout. J'ai aussi fait mon site internet, je pense, je lui ai fait relire 10 000 fois. Ouais. Il connaît tout mon pitch, ma vidéo, il peut plus la voir, tu vois. Moi non plus, je peux plus m'entendre. Enfin voilà, tu vois, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, il doit bosser parce qu'il faut qu'on ait forcément un salaire fixe, voilà. Mais s'il pouvait vivre l'aventure et travailler avec moi, il le ferait, tu vois. Ouais. Donc c'est presque un projet familial. Oui, c'est un projet familial. Ouais, c'est carrément un projet familial. Oui, parce que tu embarques tout le monde en fait dans cette histoire. J'embarque tout le monde. Tout le monde a mes humeurs du jour, tu vois, qui sont beaucoup en vague, tu vois. C'est chaud. Mais l'entrepreneuriat, et autant plus dans ses débuts, c'est vraiment très similaire au postpartum. Vraiment, enfin, moi je trouve que l'entrepreneuriat, le fait de faire des enfants, c'est presque la même chose en termes d'intensité, d'émotion, de fatigue aussi. C'est fou. C'est prenant à ce point aussi. Et... En fait, on me donne une partie de nous, tu vois. Le produit, un parfum 6, c'est une partie de moi. C'est moi qui ai choisi l'odeur, c'est moi qui ai choisi le packaging. Je me suis battue pour pouvoir le financer, pour le lancer. J'ai donné de ma personne, tu vois. C'est vraiment, c'est une partie de moi. Et la campagne Ulule permet de faire des précommandes. Oui, tout à fait. Donc en fait, si vous avez envie de tester les parfums solides et si vous avez envie de les vraiment les tester, d'essayer ce format-là, vous pouvez aller sur la page Ulule dont le lien est en description de cet épisode et qui sera aussi en bio sur Instagram. Donc allez voir, comme ça vous verrez le packaging et puis vous pourrez faire vos précommandes. J'ai lu que les livraisons étaient garanties avant Noël. Oui. Alors l'avantage aussi de la campagne Ulule, c'est que ça permet d'avoir des prix plus intéressants, des prix exclusifs. Avec, tu vois, j'ai des collabs. J'ai Flo by Pauline qui est une super créatrice qui fait en fait des créations via des aquarelles et qui peut faire de la personnalisation pour les entreprises. Donc j'ai un petit carnet 6. Et tu vois, c'est une nana du Nord qui est super chouette et qui a lancé depuis 1 an. Elle fait sans parler de son boulot, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et puis j'ai une autre marque, je propose aussi des bougies en collab avec la marque Récolte, qui est une super marque qui propose en fait des bougies selon la saison, donc 3 parfums selon la saison. C'est super. Ouais. Et donc selon la saison, forcément, en été, tu vas avoir plutôt des choses agrumes, etc. Et puis en hiver, tu vas avoir des choses qui correspondent plus à l'hiver. Et donc c'est vraiment de la bougie responsable et ça avait du sens, tu vois, une collab avec eux. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut retrouver sur la campagne Ulule, qu'on ne retrouvera pas par la suite quand mon e-commerce s'ouvrira. Et puis c'est vraiment une super façon, parce que pour l'avoir fait, la campagne Ulule, c'est une super façon de soutenir une entreprise, une jeune entreprise locale en plus, parce que tu es lilloise, mais quand je dis locale, ça va être du national, entre guillemets. Ça va être du made in France, puisque c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Enfin, tout est... alors comme... Tout est, enfin dans le sens où la formule est conditionnée, je pourrais même revendiquer du Hauts-de-France, enfin conditionnée dans les France, donc je pourrais revendiquer du Hauts-de-France. Mais en effet, on est sur quelque chose là qui est vraiment 100% à part les matières premières, tu vois, mais on est sur du 100% français. Si quelque chose que je voulais dire, donc parce que je me suis emportée dans mon explication avec le projet familial, ce qui est ouf, c'est l'intensité d'une campagne Ulule où là tu te rends compte du soutien de tout ton entourage, quoi. T'as l'impression, comme je sais pas si t'as vécu un mariage, mais un mariage, t'es sur ton petit nuage parce que t'as des mots d'amour, un soutien incroyable, et là c'est la même chose. Tu te rends compte que en fait les gens vivent ton aventure et te soutiennent à fond et c'est vraiment incroyable.
Ouais, carrément. Mais on peut soutenir ton aventure et se joindre à cet amour. En tout cas, en te soutenant sur Ulule et puis en allant s'abonner à ta page Instagram, Sis Fragrance, en allant... Exactement. Mais ouais, ça peut être une super idée de cadeau pour Noël. Là, la campagne, elle se clôture à quelle date ? 20 octobre. Le 20 octobre. Donc, vous avez jusqu'au 20 octobre pour soutenir. Et puis, plus vous allez soutenir tôt, plus la campagne sera mise en avant aussi sur Ulule. Et plus Sis Fragrance sera connue. Donc, vraiment, au-delà de juste acheter un produit, c'est un soutien réel sur un début d'aventure entrepreneuriale. Et c'est hyper important. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, l'entrepreneuriat, tu sais, un peu passion. Mais voilà, c'est important aussi, je pense, de raconter ces histoires-là pour voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière la création d'une marque, comment ça impacte une vie de famille et comment ta famille, elle est intégrée là-dedans. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est tu montres que rien n'est impossible. On peut avoir des enfants, même si on cache sa grossesse quand on va pitcher. On peut avoir des enfants et quand même porter ce genre de projet. Et au-delà de ça, avoir des enfants, ça peut être un déclic pour ces raisons-là. Parce que peut-être que si ta petite Castille n'était pas venue à ce moment-là, peut-être que tout ça n'existerait pas et pas de cette façon-là. Et c'est ça qui est chouette à partager aussi, de montrer qu'on peut être épanoui aussi bien professionnellement que dans sa vie de famille, que dans sa vie de femme. Et en tout cas, quand on t'entend, c'est ce qu'on ressent. Donc, merci mille fois, Diane, pour tout ça, pour ton partage. Merci de m'avoir permis de partager avec beaucoup d'émotions. Ah, ça, c'est un peu le jeu Prenons un café. Je vais pas te cacher, ça arrive régulièrement. Mais s'il y a de l'émotion, c'est que c'est sincère. Et c'est trop chouette. Donc, merci pour tout ça. Merci pour tes mots, pour ton partage. Et j'espère que ton histoire pourra inspirer d'autres personnes et pourra aider d'autres personnes. Et puis, allez soutenir Sis Fragrance sur Ulule. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kid de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Clochoco. Mille merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.